Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose que nous avions évoquée dans notre podcast précédent. Si jamais vous aviez écouté celui-ci comme il se doit, c'est des relations avec la Chine et le Japon, entre la Chine et le Japon au début de cette année 2024 et qu'est-ce que cela peut augurer pour la suite. Alors, rappelons que l'année 2024 a commencé de façon extrêmement tragique pour le Japon avec deux événements qui ont marqué l'actualité du Japon, qui ont marqué les Japonais. C'est d'abord ce tremblement de terre meurtrier, entre 50 et 100 personnes disparues, des dommages colossaux sur toute cette région du Japon, un tremblement de terre extrêmement puissant et ensuite cet accident sur la piste de l'aéroport principal de Tokyo, qui est d'ailleurs lié au premier incident puisqu'il s'agit d'une collision entre un avion de ligne et avec un avion des gardes-côtes japonais qui justement allait au secours des personnes qui étaient victimes du tremblement de terre, collision qui a causé la mort des gardes-côtes dans l'avion et qui aurait pu très mal se finir, mais les passagers du vol, tous les passagers du vol ont réussi à sortir de l'avion avant que celui-ci ne prenne totalement flamme. Donc des événements qui en fait endeuillent le Japon au début même de cette année et qui rappellent évidemment à la fois la fragilité de nos communications, de nos moyens de communication et de transport modernes, toujours soumis à des aléas, et évidemment aussi la fragilité du territoire japonais soumis à une pression, on va dire au niveau à la fois tremblement de terre, tsunami, et à cette géographie spécifique de l'archipel nippon. Et donc ce qui est intéressant ici, c'est de noter que ces événements ont eu des réactions, ont produit des réactions complètement différentes des deux côtés des rives du détroit. À Taïwan, c'est comme souvent, notamment le tremblement de terre, a eu pour conséquence que le gouvernement taïwanais a offert son aide, a envoyé de l'argent directement au gouvernement japonais et surtout une mobilisation de la société civile taïwanaise avec un grand nombre de dons pour les victimes du tremblement de terre. Et donc ici, une manifestation de solidarité interculturelle, internationale, qui est en fait un tout petit peu la norme depuis plusieurs années entre Taïwan et le Japon. Or, de l'autre côté du détroit, en Chine continentale, en République populaire de Chine, c'est absolument l'opposé, à savoir que il y a eu en fait des analystes qui ont noté combien les internautes chinois, du moins une certaine frange d'entre eux, ont réagi à ce tremblement de terre, et il y a eu un très grand nombre de réactions chinoises qui ont été de dire c'est le karma, qui ont été de dire ah c'est très bien, qui ont été de dire dommage qu'il n'en a eu qu'un, qui ont été de dire il faudrait qu'il y en ait plus souvent, etc. Donc évidemment, ces réactions qui sont absolument pas empathiques, qui sont le contraire, ce qu'on dit le Schadenfreude, comme on dit, c'est-à-dire le fait de prendre plaisir au malheur des autres, qui est caractéristique d'une certaine frange, on va dire, nationaliste de la population chinoise quand cela concerne des pays qui ne sont pas des pays amis ou considérés comme amis par le régime chinois. Ce que ça montre, évidemment, on ne peut pas, on va dire, conclure à l'ensemble de la population chinoise, mais il faut se rappeler que tout ce qui est sur Internet ne peut rester, perdurer et se propager que par l'aval tacite du gouvernement, et que même si c'est sans doute une minorité nationaliste, c'est aussi une minorité nationaliste qui peut s'exprimer, dont le gouvernement permet l'expression. Et donc on a vu dans les flux d'informations
par rapport à ce tremblement de terre, qui est légende, parce qu'on peut commenter directement en ligne avec les commentaires que j'ai dit. Et ça, comment est-ce qu'on peut le comprendre ? On le comprend aussi en réalité dans une stratégie qui est la stratégie chinoise, l'attitude chinoise vis-à-vis du Japon, qui est maintenant, on va dire, outre Taïwan, sans doute le principal ennemi, le principal adversaire potentiel dans quelques conflits que ce soit avec les Philippines ou avec Taïwan, par rapport à la Chine. Et donc, ce qui a marqué, comme on l'avait dit lors de la dernière émission, sur les élections, la géopolitique, en rappelant au début, faisant une synthèse un peu de début de cette année 2024, en Russie, Corée du Nord et en Chine, le Xi Jinping a dit au début de janvier, pour cette nouvelle année, que en fait, la Chine allait envoyer des bateaux et des gardes-côtes tous les jours vers les Senkaku et aller accentuer sa présence, maintenir sa présence vers les Diaoyutai qui sont considérés par la Chine comme chinoises, qui devraient être chinoises, et cela signifie un accroissement des tensions dans cette région qui est déjà extrêmement tendue. Et ici, il n'y a pas la volonté de la Chine de créer une atmosphère plus pacifique, mais il y a au contraire toujours cette volonté de surenchérir et de continuer à mettre la pression. Et c'est en fait partie de la stratégie chinoise de créer de la tension afin de pousser l'autre à la faute, afin aussi de générer des coûts en termes de maintenance de contrôle pour l'adversaire. C'est le cas pour Taïwan qui doit dépêcher des avions, ça coûte cher. C'est le cas pour les Philippines, c'est le cas pour le Japon. Cela fait d'une grande dépense au niveau du budget militaire, au niveau du budget national. Toutes ces patrouilles qui servent simplement à contrôler les incursions chinoises dans son espace maritime ou dans son espace aérien. Donc ce qui est intéressant ici, c'est en fait la porosité entre le discours gouvernemental et la réaction publique au niveau national. C'est-à-dire que le fait que le gouvernement maintienne la pression et réaffirme sa volonté de souveraineté sur des îles qui sont considérées par toute la communauté internationale comme faisant partie aujourd'hui du Japon. Tout ça, en fait, c'est quelque chose qui, au niveau politique, au niveau de la politique publique, va avoir aussi un impact ensuite sur la manière dont les gens considèrent le rapport à l'autre. Et cela pose évidemment une question par rapport à l'attitude envers Taïwan, puisque envers Taïwan, le régime chinois a en fait une attitude extrêmement complexe et ambiguë, puisque d'une part, le régime chinois considère les Taïwanais comme des compatriotes, comme devant faire partie de la Chine parce qu'ils sont chinois, et en même temps ne cesse d'agiter la menace d'une invasion par la force, alors même que on devrait s'adresser à des amis, à des frères. C'est pour ça, d'ailleurs, de ce point de vue-là, que à Taïwan, la majorité des gens sont en fait pour le statu quo. La majorité des gens n'est ni pour une indépendance, ni encore moins pas du tout pour une unification avec la Chine. Ce qui est voulu, en fait, du point de vue de la population civile à Taïwan, c'est de maintenir le statu quo, qui est le garant de la paix. Or, la Chine veut forcer un peu la main, beaucoup la main, à la fois des gouvernements taïwanais et de la population taïwanaise, en voulant rompre le statu quo. En fait, ça veut dire quoi le statu quo par rapport à Taïwan et par rapport à la Chine? Ça veut dire, et par rapport en fait à l'ordre international, briser le statu quo, que ce soit envers Taïwan ou envers le Japon, c'est en fait aller vers la guerre. Et la Chine est dans une stratégie de briser le statu quo au sein de la mer méridionale et de la mer septentrionale, de la mer de Chine du Sud et de la mer de Chine du Nord, liées à ces revendications à la fois des îles qui entourent le Japon et aussi, comme on sait, qui sont proches des côtes des Philippines, de Taïwan et aussi du Vietnam, etc. À travers donc ces revendications répétées sur les îlots japonais, sur Taïwan, la Chine en fait veut briser le statu quo qui a été le résultat
de l'ordre établi après la Seconde Guerre mondiale et qui a permis la paix en Asie pendant plusieurs années, après la guerre de Corée, après la guerre du Vietnam. Et ici, pourquoi la Chine cherche ici à provoquer, à créer un trouble, alors qu'elle-même, elle a profité de cet ordre international pour son développement économique. Ici, on peut s'interroger sur cette attitude chinoise où la quête de légitimité historique, de restitution historique du territoire chinois des Qing va en fait contre l'ordre international, contre la paix et semble contre-productif pour le développement pacifique de la nation chinoise. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.